Le film vient de se terminer, la lumière se rallume et tout s'éclaire. Bienvenue dans Fin de Bobine, le podcast cinéma qui parle de cinéma avec du cinéma dans les salles de cinéma. Le cinéma, c'est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un art, capable de capturer les émotions humaines avec une intensité unique. À travers la lumière, les regards, les silences et les musiques, il nous transporte dans un univers où chaque image raconte une histoire. La beauté du cinéma réside dans sa capacité à faire naître des rêves, à éveiller notre imagination et à nous faire ressentir, le temps d'un film, 1000 vies différentes. Qu'il soit spectaculaire ou intimiste, le cinéma rassemble les individus autour d'émotions universelles et transforme chaque projection en une expérience profondément humaine. Voilà, ça c'est ce que j'aurais demandé à Uni à décrire si j'avais été maître de cérémonie à Cannes cette année. Parce que bon, c'est gentil 5 minutes, les concepts mobilisateurs vides de sens, l'appel à l'armichette ou la dépolitisation à outrance, mais quand on voit la cathédrale de cinéma déconnectée que représente ce palais des festivals, on en oublierait presque qu'ici même, le grand Jean-Luc Godard avait déclaré en 1968 « Je vous parle solidarité avec les étudiants, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes des cons. » Car oui, ça y est, enfin, Cannes 2026 est lancé et on est tout guilleret à l'idée de se dire que 8 professionnels de la profession vont se lancer dans des séances de visionnage intensives pendant 12 jours non-stop pour finalement récompenser un film que probablement 99% du grand public n'aura pas vu au moment de la cérémonie de clôture. C'est merveilleux ce système, ça fait pas du tout d'inégalité et ça préserve. Merci à vous, gloire à la magie spectaculaire du cinéma qui procure des émotions dans les salles quand la lumière s'éteint. Gloire à Cannes, gloire à Thierry Frémaux, gloire à la culture et surtout, gloire aux faquins. Bon festival à tous et toutes. Bon, trêve de carabistouille et billevesée, qu'est-ce qu'on a au programme de la semaine alors ? En premier lieu, on parlera des films qui font Cannes avec le film d'ouverture La Vénus électrique, le controversé L'abandon sur l'assassinat de Samuel Paty, les atermoiements de Zaza Huppert et ses amis dans Histoire parallèle et ton ex toxique qui veut pas lâcher tes messages avec Obsession. Mais d'abord, les actualités. Bienvenue dans notre rubrique « Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma ?» Jingle. Nous sommes à la recherche du même homme. J'écoute. Le professeur von Zimmel. J'écoute. Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad ? J'écoute. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le festival de Cannes a commencé. Mais non, mais si, avec la cérémonie d'ouverture, présidée par Aïe Haïdara. Je tiens à dire qu'elle s'est pas trop mal démerdée et qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec le matos à disposition parce que, encore une fois, la cérémonie d'ouverture de Cannes, c'est toujours un truc très ronflant. J'oserais même demander pourquoi est-ce qu'elle est encore télévisée cette cérémonie, Parce que dans un sens elle représente aucune instance et elle est surtout assez déconnectée du grand public puisque pour la grande majorité des gens, ils sont partout sauf à Cannes. Et à l'endroit où ça se passe concrètement. Alors oui, la cérémonie, elle essaye de se dynamiser un petit peu. On a eu une reprise des Beatles par Théodora et Oclou. On tente de faire un peu de blagues. On donne une palme d'honneur à un cinéaste extrêmement connu et apprécié du grand public. Mais il y a toujours un immense problème avec cette cérémonie d'ouverture, c'est que c'est jamais proche du monde. Je leur demande pas de faire des grandes diatribes sur la casse sociale et les salariés en galère. Encore que, mais quand on voit la sélection officielle de cette année, qui se veut extrêmement politique et historique, sans déconner, je crois qu'il y a au moins 5 films qui parlent de l'occupation, de la France pendant la guerre et de la collaboration. Enfin, c'est une cérémonie et c'est une sélection extrêmement politique et politisée. Et là, quand on voit tout ça, on se demande pourquoi cette peur, pourquoi cette frilosité à l'idée de parler de ce qui se passe. Ça continue d'entretenir l'image d'une élite déconnectée, surtout quand on voit que récemment, une tribune dans Libération a été signée par pas moins de 600 professionnels pour dénoncer l'emprise de Bolloré sur le 7e art. Il y a des gens qui osent parler, et c'est pas des randoms cette liste. Il y a entre autres Adèle Haenel, qui a fait du combat contre l'extrême droite une priorité absolue. Il y a Swan Arlo, il y a Jean-Pascal Zadi. Ce sont des gens qui ont une certaine place, une certaine voix dans le cinéma actuel. Et pourquoi ce silence ? C'est ça mon problème, c'est qu'on pourrait avoir un boulevard de résistance. Et en sachant que le futur festival, celui de l'année prochaine, il pourrait éventuellement avoir lieu sous une présidence Rassemblement National. Tout ça, ça semble très peu alarmé à cette idée. Et ça fait peur, parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont des gens qui ont tellement peur
d'ouvrir leur gueule à l'idée que le fascisme puisse arriver l'année prochaine, qu'ils préfèrent ne rien dire et faire comme si de rien n'était. Sauf qu'encore une fois, ça continue d'entretenir cette image d'élite déconnectée du réel. Et voilà. Autre actualité de ce festival, c'est bien sûr la Palme d'Or d'honneur décernée à Peter Jackson pour l'ensemble de sa carrière par Elijah Wood, et c'était un moment très 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 mignon, surtout quand le lendemain, Peter Jackson a pu faire une masterclass d'1 heure animée par ni plus ni moins que Didier for French TV Alouche, dans laquelle il a révélé qu'il bossait sur la suite de Tintin. Enfin, putain de merde. Enfin, non, pour la petite histoire, ça fait maintenant 15 ans que le Tintin de Spielberg, produit et aidé à la réalisation par Peter Jackson lui-même, est sorti. Et la suite, elle a un peu été placée en état de mort cérébrale, et maintenant qu'il a déclaré qu'il planchait sur le scénario et qu'il était très très intéressé à l'idée de reprendre le projet, et voilà, il était à fond, j'ai trop hâte. Vraiment, si vous n'avez toujours pas vu le Tintin de Spielberg, je peux que vous le conseiller. C'est un modèle d'action et de divertissement pour la famille, c'est indétrônable, c'est vraiment beaucoup trop bien. Regardez le Tintin de Spielberg. Dernière actualité, mais cette fois-ci plutôt box-office français, parce qu'au moment de Cannes, on peut commencer à voir un petit peu une dynamique s'installer et pouvoir vers où elle peut se diriger pour l'année, et je suis heureux de vous annoncer que les salles vont plutôt bien en ce début d'année. Sur les 11 films sortis depuis le début d'année ayant dépassé le 1 million d'entrées, 6 sont français. En comparaison, l'année dernière, en 2025, à la même période, on n'en avait que 2. Bon, Michael continue d'écraser tout sur son passage, le biopic sur Michael Jackson, malgré le fait que ce soit de la grosse merde, mais il y a de la place pour des productions originales comme Juste une illusion, Jumpers ou Guru, ça truste les premières places et c'est vraiment une super nouvelle pour les productions originales. Ça y est, les gens ils peuvent voir peut-être autre chose que de la franchise. Bon, bien sûr que Le Diable s'habille en Prada 2 explose les scores et que le premier film c'est un film sur Marsupilami, mais ok, les choses commencent à changer, on n'a pas que de la franchise dans le top 10, le cinéma français repart et ça, messieurs dames, ça fait chaud au cœur. Bon, allez, messieurs, dames, il est temps enfin de se lancer dans les films de Cannes. Il est temps de se lancer vers le programme de la semaine, les films qui sont sortis à Cannes et simultanément en France. Dans le Paris des années 20, Antoine, grand peintre, a sombré dans une forte tristesse après la mort de sa femme Irène. Par un malentendu, il engage Suzanne, une fausse voyante vivant dans un cirque itinérant, pour communiquer avec Irène dans l'au-delà. Suzanne, aidée d'Armand, marchand d'art et ami d'Antoine, va se lancer dans une série de séances. Au fil du temps, Antoine retrouve le goût de la vie, recommence à peindre, et les sentiments, pour Suzanne, commencent à apparaître. Ah, Irène, si tu savais, ce lac, je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler. Hein? Je te l'interdis, tu m'entends? Il m'embrassait, elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendais ses baisers. Et plus elle apparaît, bah moins il me voit. La Vénus électrique de Pierre Salvadori, avec notamment Pio Marmaille, Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier et Vima Laponce. Pierre Salvadori, c'est vraiment un conteur. En fait, c'est un conteur qui nous emmène dans un univers qui est à la fois purement rationnel et terriblement fantasque, et je crois que j'adore le sentiment dans lequel me plongent ces films. Oui, je crève l'abcès tout de suite, j'ai adoré La Vénus électrique, que je considère comme un mélange parfait entre la belle histoire d'amour vaudevillesque, le Candide très naïf et le mélancolique tragique. J'adore tout ce qui est fait dans la partition des comédiens, notamment, et là je sais que ça va en surprendre, j'adore ce que fait Gilles Lelouch dedans. Parce qu'en fait, on se dit pas spontanément Gilles Lelouch en marchand d'art des années 20, mais il a un rôle et un personnage qui est si doux, si tendre, en même temps si brut de décoffrage. Il le fait tellement bien et il s'y croit tellement. Je trouve que c'est un renouveau pour Gilles Lelouch que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est un film qui assume complètement d'être quelque chose d'un petit peu artificiel, mais qui laisse les émotions exister. Je m'explique, on est vraiment face à des personnages et des situations fantasques, des situations purement fantasmagoriques et pourtant ancrées dans une réalité qui est le Paris des années 20, et on a des personnages qui sont tellement beaux et intéressants à suivre que vraiment je passe un super moment devant. C'est un film d'une douceur infinie, il y a des couleurs de partout, il y a des décors qui sont pour le coup assez impressionnants, il y a de la thune. En fait, je pourrais établir pendant 100 000 ans tout ce que j'aime dans le film, mais je pense que juste en parlant de ça, c'est un film qui m'a fait revenir dans une enfance que j'avais pas vécue depuis très très longtemps. Ressentir ces émotions primaires au cinéma. Vous savez, ces émotions où on est tout guilleré, on sent tout chose parce qu'on est retombé en enfance, on a revu des personnages avec, oui, peut-être un petit peu de caricature sur les bords, mais pourtant avec des répliques peut-être un petit peu trop écrites pour plaire à un sort d'optimisme un peu foireux, mais pourtant ça marche. Je pense, la révélation de la fameuse réplique que Gilles Lelouch donne à la fin sur la mort
du personnage d'Irène, du coup, parce que spoiler, oui, là, le personnage d'Irène est mort, hein, c'est littéralement le début du film. C'est juste candide et beau à la fois, et c'est sur cet équilibre incroyable que le film réussit tout du long à se tenir. C'est un divertissement hyper honorable, très mignon, et je pense que l'une des grandes qualités du film, l'une des grandes qualités, c'est de parler de quelque chose que moi j'adore personnellement au cinéma, c'est parler des récits. C'est parler des récits que l'on fait sur les personnes que l'on aime. Ouais, sur qu'est-ce qu'on veut garder des autres avec nos récits, sur comment est-ce que la façon dont on perçoit l'autre, en fait, peut basculer complètement dès qu'on change de point de vue. Comment est-ce qu'une situation, une personne que l'on croyait connaître au final, nous paraît si opaque quand on change un tout petit peu de perspective. C'est un film qui est vachement beau là-dessus, parce que c'est le rôle du personnage d'Anaïs de Moustier, de découvrir ce qu'était ce couple pour s'en abreuver pour ses histoires à elle, pour ses récits à elle, et comment petit à petit elle va s'immiscer dans ces récits-là. Comment est-ce que petit à petit elle va s'imaginer là-dedans. Comment est-ce qu'elle aurait pu vivre cette situation. C'est au final quelque chose de très très beau, cette vie par procuration. C'est un truc qui me touche beaucoup et je suis limite un petit peu ému quand j'en parle. C'est des récits qui me touchent tellement, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on vit à travers les autres, comment est-ce que les autres nous font découvrir des nouvelles parcelles de notre humanité, et ça passe par des petits trucs comme ça et par des dialogues que je trouve peut-être un petit peu trop écrits, mais qui encore une fois servent le propos et servent cette candeur naturelle. Vraiment, La Vénus électrique, c'est un très très beau film, c'est vraiment un très très beau film, et je vous conseille très vivement d'aller le voir. Amenez même votre famille, amenez votre grand-mère, amenez votre enfant, amenez plein de gens. C'est un film qui mérite d'être vu avec le plus de gens possible parce que c'est un moment de bonheur, c'est un bonbon, c'est un petit bonbon qui peut aussi vous procurer des émotions de tristesse. Encore une fois, moi, le personnage de Gilles Lelouch, moi, il me reste encore en tête. Il y a des répliques du personnage de Gilles Lelouch, qu'un rôle de Gilles Lelouch me marque quand même. C'est assez spontané et bizarre. Vraiment, foncez voir La Vénus électrique. Vraiment, c'est un moment de bonheur absolu. Et je vous conseille d'ailleurs très vivement de vous pencher sur la filmographie de Pierre Salvadori parce que j'ai découvert aussi En Liberté, qui était son film qui était sorti en 2019, toujours avec Pio Marmaille, qu'il a aussi raconté la même chose sur qu'est-ce qu'on veut garder des récits et des personnes qu'on croyait connaître. Qu'est-ce qu'on veut garder d'elles? Quels sont les récits qu'on a envie de transmettre? Vraiment, c'est un film super beau. Allez voir La Vénus électrique de Pierre Salvadori avec Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Vima Laponce et Anaïs de Moustier. Vraiment, foncez, c'est un petit bijou, c'est un petit bonbon. Oh là là, c'est pour ça qu'on va au cinéma, c'est pour découvrir des films comme ça. C'est trop trop beau, allez-y. Changement d'ambiance un petit peu radical, puisque on va devoir parler d'un autre film, d'un film qui est particulièrement attendu et qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Et exceptionnellement, je vais lire un texte pour parler de ce film parce que j'ai pas envie de me perdre et d'utiliser des mots qui pourraient être mal interprétés. Je vais lire un texte qui parle de l'abandon. Tout le monde en France connaît le nom de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie du collège de Conflans-Sainte-Honorine qui, après avoir présenté des caricatures de Mahomet à ses élèves tout en leur demandant s'ils préféraient sortir de la salle, s'est vu victime d'une rumeur diffamatoire. Cette rumeur a pris de l'ampleur, une ampleur telle qu'elle amènera à l'assassinat brutal du professeur par un terroriste islamiste. Dans l'abandon, on y suit les 11 derniers jours de la vie de Samuel Paty, depuis ce premier cours de MC jusqu'au meurtre. Alerter le service de défense et de sécurité. Ça s'est pas passé comme ça. Bachira l'a menti. On est complètement derrière vous. Tous les jours, je reçois des coups de fil de menaces à la loge. Vu le contexte, tu nous mets tous en danger. Je peux quand même dire quelque chose parce que visiblement ça tourne à mon procès. Je pense que ce serait bon de faire un bloc autour de lui. S'ils ont un couteau, je fais quoi? Bon, il n'y a aucune raison de paniquer. Inutile de dire que je vais devoir marcher sur des œufs avec ce film. Parce que bon, je spoil, je l'ai absolument pas aimé et j'ai très sérieusement hésité à sortir de la salle au moins 3 fois pendant les 3 premiers quarts d'heure. Peut-être qu'il est bon avant toute chose de recontextualiser la jeunesse de ce projet. Il y a encore quelques mois, tout le monde ignorait l'existence de ce film puisque personne n'était au courant qu'il était même tourné. On n'avait eu aucune annonce de casting, de date, et là, pouf, le 2 mars 2026, bande-annonce plus affiche, sans date de sortie. Déjà étrange. Puis, sans vraiment trop de questions, on laisse un peu le temps filer, on sait que le film va sortir, mais on sait pas quand. Et le 16 avril, la date de sortie est annoncée pour à peine un mois plus tard, donc pour le 13 mai. Le 16 avril 2026, c'est peut-être une date qui ne vous dit rien, et pourtant c'est tout simplement le jour du verdict du procès en appel des 4 hommes impliqués dans la propagation de la rumeur contre Samuel Paty. La production dit qu'elle a fait ça pour, je la cite, « donner la priorité à la justice, pour que le film prenne le relais pour perpétuer l'héritage de Samuel Paty ». Il y a qu'à moi que ça le fait ou très concrètement, on a un film qui sort dans l'immédiate foulée du verdict. Il y a littéralement quelques heures qui séparent l'annonce de la peine et l'annonce de la date de sortie. Donc, un film qui profite de la grande médiatisation de l'affaire pour attirer les projecteurs sur lui.
et qui compte sortir le plus rapidement possible pour surfer sur le buzz. Et il bénéficie en plus d'une programmation en hors compétition à Cannes. Mais là, vous allez me dire que ce sont des trucs extérieurs, que c'est pas concrètement ce qu'est le film. Et vous auriez raison. Sauf que cette précipitation, elle amène un problème. C'est que c'est un film qui se veut neutre. Et quand on parle d'une affaire comme celle-là, on ne peut pas se réclamer d'un point de vue omniscient et apolitique, c'est certainement pas la chose à faire. Pourquoi ? Parce que les 11 derniers jours de Samuel Paty, d'un point de vue neutre et apolitique, ce n'est pas un sujet cinématographique. C'est un sujet de docu-fiction, de documentaire, d'une vidéo d'Hugo Décrypte si tu préfères, mais c'est pas un sujet cinématographique. Et tout le problème du film, il est là, précisément. À vouloir tout présenter de manière neutre et apolitique, il est littéralement récupérable par tout le monde. Tout le monde peut y voir ce qu'il veut voir. Il peut être autant acclamé de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Le film ne fait que des choix cinématographiques qui sont des non-choix, des séquences où tout le monde peut y garder ce qu'il veut. Très littéralement, si vous êtes résolument de gauche, vous verrez le film comme une dénonciation des réseaux sociaux et de la propagation d'une rumeur inlassable. Si vous êtes résolument de droite, vous le verrez comme un film qui montre bien que les musulmans de nos jours prennent tout mal, qu'ils sont incompatibles avec notre République même et qu'ils sont responsables de tous les attentats en France. Il n'y a aucun placement, aucun regard porté, aucune mise en perspective. Un exemple tout con. Le père de la jeune fille qui ment sur le cours de MC. C'est un homme qui va la croire sans aucune retenue en voyant de l'islamophobie partout et qui va petit à petit lancer cette rumeur sur les réseaux sociaux. Mais d'où vient cette paranoïa ? Elle vient d'une réalité sociologiquement prouvée, à savoir que la France vit dans un climat de détestation anti-musulmane. Elle vient d'une névrose personnelle, d'une haine intériorisée. Le film ne tranchera jamais. Autre exemple purement con, la représentation du terroriste qui va découvrir les vidéos sur internet, nous le représenter sans nous montrer son visage, uniquement par le biais de vidéos Instagram, uniquement en montrant son intérieur d'appartement qui est vraiment, on dirait, l'intérieur d'un asile psychiatrique tellement les murs sont ternes, rouges, gris, on sent le mal incarné. C'est un film qui n'a pas vraiment d'idée. En fait, si ce n'est une chose, ce qui est paradoxalement la chose la plus insultante, qui est de faire parler l'âme de Samuel Paty dans son introduction, qui dit qu'il aurait jamais cru que son nom rentrerait dans les livres d'histoire. Le reste, désolé de le dire, c'est du téléfilm M6, car encore une fois, la mise en scène téléfilm M6, c'est la mise en scène qui ne dit rien, qui ne pense rien, parce qu'on ne peut pas reprocher à une mise en scène calibrée et atrophiée d'avoir un point de vue. Alors on montre le meurtre sans le montrer, on verbalise qu'il y a eu un abandon et des défaillances sans les montrer, on parle pour ne pas en parler. En fait, je crois que ce film, il est produit trop tôt. En France, on a un culte du traumatisme nettement plus long à digérer qu'aux États-Unis. Regardez à quel point c'est compliqué d'évoquer ou de montrer les attentats du 13 novembre 2015 encore aujourd'hui. Genre, dans les films récents, on a eu Novembre de Cédric Gimnez, qui fait tout se passer en hors-champ, Revoir Paris d'Alice Winocourt, qui prend le prétexte d'un attentat fictif pour ne jamais avoir à le verbaliser et à dire que c'est les attentats du 13 novembre, et récemment la série Des Vivants, qui a subi un tollé parce que des scènes reconstituées ont été tournées directement au Bataclan. Et là, on ne peut pas avoir un film intéressant sur Samuel Paty seulement 6 ans après sa mort, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Tout ce qu'on a, c'est un téléfilm M6, très respectueux de l'héritage du professeur, c'est un fait indéniable, mais qui en matière de cinéma est inexistant, et qui surtout ne comprend pas que se revendiquer du réel plutôt que de l'idée politique pour un tel sujet, c'est inutile et à terme c'est légèrement irresponsable. Allez voir L'Abandon de Vincent Garang avec Antoine Reinhardt et Emmanuel Berco si vous le voulez, et si vous considérez que vous avez des choses à apprendre sur l'assassinat de Samuel Paty, mais pour le reste, un documentaire, une docu-fiction, un reportage vous apprendra la même chose et on n'aura pas cette reprise en fiction qui pour le coup est clairement indispensable. Bon, voilà, ça c'était le moment où on était un petit peu obligé de mettre les choses à plat. On continue de rester à Cannes avec un nouveau film. Une écrivaine démodée accueille chez elle un jeune homme pour l'aider à déménager. Elle lui révèle un exemplaire de son prochain livre s'inspirant de sa vie, mais également de ses voisins, travaillant dans un studio de doublage en face de son appartement. Le jeune homme va petit à petit tomber en fascination pour ce trio aux relations complexes, fantasmées et dangereuses. Ça n'a rien à voir avec nous, ces conneries. Bah parce que ça n'a rien à voir avec vous, pourquoi vous êtes si énervé? Ça vient pas de nulle part, tout ça.
Histoire parallèle d'Ashghar Farhadi avec Adam Bessa, Vincent Cassel, Pierre Ninet, Isabelle Huppert et Virginie Efira, entre autres. C'est le deuxième film tourné en français avec une équipe quasi française pour Ashghar Farhadi et son troisième film en langue étrangère. Et je vais pas continuer à faire le connaisseur du mec, c'est littéralement le premier film que je vois de lui. Alors, c'est un petit peu particulier parce que je crois que je déteste énormément de choses dans le film, et pourtant, il y a quelque chose que je trouve touché par la grâce. On va essayer d'être un petit peu méthodique. Ce qui intéresse Farhadi, c'est de faire un film sur le regard. Rien que dans sa première séquence, on fait du regard, de l'attention aux détails, un moteur central du personnage qu'on va suivre. C'est un film sur le regard que l'on pose sur l'autre et le fantasme qu'on peut s'imaginer sur lui, comment nos propres expériences vont influencer notre façon de percevoir les choses. Et je trouve une idée particulièrement maligne, c'est d'avoir un protagoniste qui n'a pas vraiment d'affect ou d'expérience à apposer sur les autres, contrairement au personnage d'Isabelle Huppert qui, elle, s'invente complètement un récit en lien avec son propre passé. Quand elle observe ses voisins, elle se dit directement que c'est un lien avec sa propre famille. Or, le personnage d'Adam Bessa nous est complètement mystérieux, on ne sait rien de lui. On suit un homme sans histoire qui vit par procuration, qui vit à travers l'histoire de cette écrivaine pour essayer de s'inventer la sienne. Mais ça, mes petits loulous, faut s'accrocher pour y arriver parce que je déconne pas, le film fait 2h19, il y a sans plaisanter 1 heure de trop. L'introduction, elle est insupportablement longue et il faut un certain temps pour que je m'accroche au dialogue et au jeu de certains parce que vraiment, j'ai l'impression que personne joue dans le même film. Entre Huppert qui fait toujours sa scène de la zaza acariâtre, Ninet qui a été obligé de se calmer sur les grandes phrases à déclamer pour jouer un mec sombre, malaisant et effacé, et Cassel qui fait du Cassel, c'est-à-dire comme d'habitude rien, ça crée une dissonance franchement désagréable à entendre, surtout que la première heure est particulièrement écrite parce qu'on est du point de vue de l'écrivaine justement, et on n'a jamais l'impression qu'ils jouent dans le même film tous, et ça crée une sorte de dissonance qui est pour le coup assez désagréable. Évidemment, il y en a une qui continue de briller et qui nous prouve encore une fois que c'est une de nos meilleures comédiennes et que les Belges ont du talent, c'est Virginie Efira, qui tient un rôle qui va petit à petit se déployer jusqu'à dans cette dernière scène où, comme d'habitude, elle tient la baraque comme jamais Virginie Efira, cœur avec les doigts. En fait, il y a 2 parties dans le film. Il y a une première partie qui se veut être plus le fantasme, donc concrètement, qu'est-ce qu'on s'imagine de ces gens-là, et une deuxième partie qui se veut être concrètement la réalité objective de leur relation. Et pour moi, ces 2 parties se mélangent très très mal. J'aime nettement plus la deuxième partie parce que c'est vraiment un moment où on laisse les personnages se déployer et les émotions progressivement insérer le cadre, s'insérer dans le cadre. Mais encore une fois, il y a 1 heure de trop. Il y a 1 heure de trop, 1 heure de scène interminable qui se répète dans les appartements. Il y a 3 décors et les relations entre les personnages évoluent très peu. C'est que de la répétition en boucle, souvent de mêmes scènes pour au final dire les mêmes choses. Et à l'arrivée, pour nous dire quoi ? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Je vous le conseille si vous voulez découvrir quelque chose un peu arty, qui laisse vraiment le temps à des personnages d'exister de manière un peu effacée pour progressivement qu'ils prennent de l'ampleur au fur et à mesure que le récit avance et au fur et à mesure que le fantasme commence à se déliter, mais c'est vraiment pas assumable sur 2h19. Il faut tronçonner dedans, il faut au moins retirer 45 minutes, c'est beaucoup trop long. Voilà, faites votre avis sur Histoire parallèle d'Ashghar Farhadi avec Pierre Ninet, Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Adam Bessa et Virginie Efira qui est la reine de ce monde. Bon, messieurs, dames, c'est l'instant horreur de la semaine. Rappelez-vous, vous étiez en maternelle, vous étiez en goumin de bâtard parce que la petite Capucine avait refusé de devenir votre petite copine parce qu'il vous restait du brocoli de la cantine coincé entre les dents lors de votre déclaration. Vous avez souffert, vous êtes devenu un gros incel de merde et vous avez commencé à harceler des femmes sur internet pour vous trouver une légitimité quelconque. Mais imaginez une seconde, si vous aviez eu la possibilité de faire un vœu et de dire « Je voudrais que Capucine m'aime plus que tout au monde », l'auriez-vous fait ? C'est en tout cas ce que fait Bear, un jeune homme mal dans sa peau qui crush très très fort sur Nikki. Incapable de lui révéler ses sentiments, il souhaite qu'elle tombe follement amoureuse de lui. Incroyable, ça marche, mais la relation va tourner au malaise, au glauque et enfin à la véritable obsession. Obsession de Curry Barker avec Michael Johnston et Inde Navarrete. Alors,
Curry Barker, c'est un nom qui vous est peut-être inconnu, pourtant il fait partie de cette génération de cinéastes d'horreur qui ont fait leurs armes sur internet très tôt en postant régulièrement leurs productions sur YouTube. On peut citer dans cette liste les frères Philippou derrière l'excellent Bringer Back qui était sorti l'année dernière, ou encore Kane Parsons qui sortira dans un mois à peu près le très attendu Backrooms. Et Barker, c'est un mec qui a un petit peu explosé avec un moyen métrage disponible gratuitement sur YouTube que je conseille très vivement, qui s'appelle Milk and Cereal. Et quand c'est sorti, on s'est tous dit « Wow, il se passe un truc avec ce mec, on a peut-être un nouveau nom de l'horreur à surveiller de très près ». Il arrive donc avec son premier long métrage officiel qui, après un passage à CGS, s'est fait acheter et distribuer par le Pacte en France. Bon, alors, qu'est-ce que ça vaut, concrètement, Obsession ? Bah c'est incroyable. À tellement de degrés que ça en devient absurde. On va essayer d'y aller par étapes parce que, je vais vous le dire, depuis 2022 et la claque que je me suis prise avec The Substance à Cannes, je n'avais pas vu un film d'horreur aussi abouti, efficace et parfaitement à sa place par rapport à son ambition. Je vais vous donner l'une des raisons principales pour lesquelles j'aime l'horreur et en quoi pour moi Obsession remplit parfaitement ce coche. L'horreur, c'est une histoire de curseur. Comment à partir du moment où je prends quelque chose qu'on considère comme tout à fait banal dans notre vie de tous les jours et que je décale le curseur de 3 ou 4 degrés, je peux en révéler quelque chose de monstrueux. Dans The Substance, c'était par exemple ces séquences d'aérobic qui étaient filmées comme un défilé Playboy. Comment un truc aussi inoffensif que de l'aérobic, je peux te le transformer, te le rendre visuellement insupportable. Bah là, Barker, il décale le curseur dans la chose la plus pure qui soit, l'amour et la relation amoureuse. Comment des répliques purement et simplement inoffensives, comme par exemple « Oh là là, t'es trop mignon quand tu dors » ou « Ton pull il a ton odeur, je voudrais le garder tout le reste de ma vie », peuvent être en réalité des sources de terreur intenses. Comment des situations aussi simplissimes qu'un jeu de casse-briques entre potes, ça peut être twisté en quelque chose d'horrible. Parce que Obsession, c'est un film qui fait peur par le malaise relationnel qu'il installe. Nikki, elle tombe complètement sous le charme de Bear après le vœu, elle va complètement vriller, parce que son amour pour lui est tellement fort qu'elle ne peut pas juste passer une journée sans lui. C'est impossible physiquement pour elle. Et surtout, c'est un film qui parle de quelque chose qui m'intéresse vraiment et que je trouve a été très très peu représenté au cinéma. C'est un film qui te demande jusqu'où tu es prêt à aller. Toi, petit mec, jusqu'où tu es prêt à aller? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pisser pour garder la jolie fille? Bear, c'est la caractérisation du mec médiocre qui arrivera jamais à révéler ses sentiments à la fille qu'il aime et qui va toujours se réfugier derrière toutes les facilités du monde pour éviter d'avoir à affronter ses choix et les possibles conséquences qu'ils peuvent avoir. Parce que pendant un temps, il voit clairement que Nikki c'est plus la même. C'est limite un enjeu dès la première scène après le vœu. Il sait pertinemment que quelque chose a changé. Et pourtant, il la garde, parce qu'il est trop fier d'enfin avoir ce qu'il veut. C'est un film qui parle de cet enfermement progressif des femmes dans les égos des hommes médiocres, qui n'attendent d'elles rien d'autre qu'un amour inconditionnel. L'idée absolument brillante du film aussi, c'est de signifier l'enfermement de Nikki par une idée hyper simple et pourtant terrifiante. Le vœu, il n'est pas efficace à 200%. Il y a des instants, des phases, où la vraie Nikki reprend le contrôle avant d'être directement reprise par le sort. Je vais pas vous mentir, on ressent une grande tristesse devant le film, en voyant ce personnage si contraint à devenir cette horreur. C'est peut-être le film de genre qui traduit le mieux la notion de consentement, étonnamment. Et tout ça, tout ce que je vous dis, c'est simplement du sous-texte, parce qu'il faut pas oublier un truc hyper simple, c'est un vrai film de trouille. Tout passe par la composition du cadre et par des choses encore une fois très très simples mais pourtant tellement efficaces. Genre il y a une scène, c'est une scène de discussion entre Bear et un de ses amis dans la remise du magasin dans lequel ils bossent tous les deux tandis que Nikki elle est à la caisse. C'est un champ contre champ et dans le champ sur Bear, on voit dans l'embrasure qui mène à la caisse Nikki en arrière-plan en flou. Son visage ne bouge pas. Elle est parfaitement immobile et elle fixe Bear sans s'arrêter. Et la discussion continue sans aucun autre effet horrifique qui intervient. On voit juste cette tête en arrière-plan qui fixe sans bouger. Quelque part, ça me rappelle un peu It Follows, un film où l'horreur vient de la simplicité de la menace. Pareil, c'est un film qui va crescendo dans la violence. Et quand la violence intervient, elle est crue, elle est brute de décoffrage, elle sans jamais être volontairement too much. Et pourtant, c'est un film drôle aussi. Il joue sur les ruptures comiques du sort, les phases de dérèglement de Nikki, ses changements d'humeur et surtout sur le comique bien malgré lui de certaines situations. Je pense notamment à une scène contenant un sandwich qui, quand elle se révèle, est tout à la fois immonde et hilarante. C'est pour ça que je vais au cinéma, pour passer par des émotions diverses, pour être pris dans un ride qui s'arrête jamais, qui a une conclusion que je trouve parfaite et surtout qui est, faut en parler, porté par un duo de comédiens et comédiennes absolument génialissime.
Michael Johnston, il fait parfaitement bien l'abruti faussement gentil, mais surtout, évidemment, Inde Navarrete, qui est vraiment l'atout phare du film, parce que j'ai jamais vu une actrice se servir autant de son visage pour faire tout passer. On passe de la gêne au rire, du sourire crispé à la moue boudeuse, on passe partout. C'est vraiment une actrice incroyable qu'il faut suivre très 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 assidûment. Obsession mérite toute sa hype. C'est un grand premier film de flip qui réussit toutes ses idées de terreur tout en ayant un sous-texte vraiment passionnant. C'est le grand film d'horreur de l'année et l'un des grands films tout court de cette année. Il finira dans mon top 10 sans aucun risque. Foncez voir Obsession de Curry Barker avec Michael Johnston et Inde Navarrete. Des films comme ça, c'est trop rare. Des films aussi efficaces comme ça, c'est beaucoup trop rare. Il faut les soutenir. Il faut soutenir ce type de proposition. C'est vraiment un moment de bonheur et de terreur rarement égalé cette année et rarement égalé dans les années précédentes. Foncez voir Obsession. Bon, maintenant que tout cela est fini et que l'euphorie d'Obsession est terminée, il est temps de passer à la rubrique autre chose où on parle d'autre chose que de cinéma. Jingle. S'il te plaît, passe à autre chose. Ok. Alors aujourd'hui dans la rubrique autre chose, je voudrais vous conseiller encore un livre dans lequel je suis à la moitié à peu près, moitié des pages, et qui est un livre très très dur, mais qui est paradoxalement un livre très humain. C'est les Chroniques judiciaires V13 d'Emmanuel Carrère. Donc Emmanuel Carrère, c'est un écrivain qui a suivi de manière assez assidue pendant 9 mois la teneur du procès du 13 novembre 2015, le procès de Salah Abdeslam entre autres. C'était pas le seul dans le box des accusés, mais c'était la figure la plus connue du box des accusés. C'est un bouquin très fort et très dur, évidemment, parce qu'il laisse la parole aux victimes, mais qui montre aussi tout un panel d'émotions et un panel de ressentis qui n'est tellement pas le ressenti français, qui n'est tellement pas le ressenti de CNews, qui n'est tellement pas le ressenti de la haine, qui est paradoxalement un ressenti du pardon. Et c'est quelque chose de très bizarre parce que quand on entend tous ces récits, toutes ces horreurs, et qu'on entend ces gens-là qui ont vécu ces choses et qui sont prêts à pardonner, à aller de l'avant pour permettre d'avancer, c'est quelque chose de rare et de très précieux. Quand on vit dans un climat de haine perpétuelle, c'est bizarre quand les personnes les plus touchées par ce type d'horreur, par ce type d'attentat, sont les personnes les plus matures, qui vivent ce genre de choses et qui peuvent très naturellement ne pas vivre dans la haine. C'est très beau, très touchant, très dur, mais c'est vraiment un bouquin que je conseille, ne serait-ce que pour étonnamment vivre des moments d'humanité, des moments de paroles, des simples paroles, parfois c'est juste une phrase comme ça, qui vous prend au cœur et qui vous lâche pas. Lisez V13 d'Emmanuel Carrère, c'est vraiment j'ai des émotions quand on en parlait, mais c'est vraiment un très très beau livre. Lisez-le, vraiment, c'est un moment humain. Ouais, humain, c'est con, mais juste de l'humanité, pour un truc inhumain au possible comme ça, c'est rare et c'est très très beau. Bon, messieurs, dames, c'est fini pour aujourd'hui. Programme un peu lourd, ne serait-ce que par les sujets, mais programme avec des très bons films qu'il faut aller voir, qu'il faut aller soutenir cette semaine. Allez voir des films, allez au cinéma, vraiment faites-vous kiffer. Ok, il y a Cannes, mais vous pouvez aussi vivre vos propres expériences de spectateur au cinéma, découvrir des trucs comme La Vénus électrique, comme Obsession. Vraiment, c'est des films qu'il faut, je pense, soutenir du plus qu'on le peut en allant en salle de cinéma. Foncez les voir. Bon, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, oui, allez les voir quand même. Ce serait peut-être moins percutant que pour moi, mais vraiment, allez les voir et parlez-en aux proches autour de vous. Discutez, créez de l'entente, parce que voir des films c'est bien, en parler c'est mieux. Bisous, bye, et à vendredi prochain.